Bonsoir les amis, bienvenue à cette nouvelle édition spéciale Cannes de le club, la première journée de la phase de groupe, la première à compter 24 équipes, s'est achevée mardi dernier, l'occasion pour nous de dresser un premier petit bilan. Nous nous intéresserons tout particulièrement, bien entendu, à la sélection marocaine qui a eu chaud au sens propre comme au sens figuré, mais qui a finalement réussi l'essentiel des 3 points de la victoire. On peut parler d'exploit, même si l'adversaire, bien sûr, n'est que la Namibie. Exploit, puisque ce n'est que la 3e fois en 17 participations que l'équipe du Maroc entame le tournoi continental par une victoire. Ce vendredi, c'est un adversaire d'un tout autre calibre qui se dresse face aux hommes d'Hervé Renard. La Côte d'Ivoire, tombeuse lors de la première journée de l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire d'un certain Nicolas Pepe, attendu comme l'une des révélations de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Permettez-moi d'accueillir tout d'abord mes invités ce soir dans le Club Africa, le club spécial Cannes 2019, l'ancien international marocain, actuel entraîneur, celui qui a participé à 2 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, Saïd Chiba. Saïd, bonsoir. Bonsoir Jalal, bonsoir Amine. Très heureux d'être avec vous, bien sûr. Lui n'a participé à aucune Coupe d'Afrique des Nations et se permet de donner des leçons. Amine Rahmouni, bonsoir Amine. Bonsoir Jalal, bonsoir les amis. Non seulement il a participé à aucune Coupe d'Afrique, non seulement il se permet de donner des leçons, ensuite il est payé pour ça, mais il est super heureux d'être en face de Saïd Chiba parce que pour moi, il est le parfait représentant de la plus belle génération, et je pèse mes mots, de football au Maroc, qui est donc celle de 98, et merci. Et pour moi, Saïd Chiba, c'est aussi, je le considère toujours, je me dis, c'est l'intello du football marocain. C'est quelqu'un qui a joué très longtemps avec la sélection, mais c'est quelqu'un qui sait lire et qui sait surtout bien expliquer le football. Je voudrais d'abord parler avec Saïd de ton histoire avec la CAN. Quels sont tes souvenirs? La CAN 98 au Burkina et puis 2 ans plus tard, 2000 au Nigeria. Déjà, la CAN 98, c'est que de très beaux souvenirs, bien sûr, dans des conditions un petit peu difficiles, même si notre génération a été gâtée un petit peu avec l'arrivée du général Hosni Slimane. La mise à disposition de moyens quand même considérable pour le moment. Donc on a été bien préparé pour cette Coupe d'Afrique. On partait bien sûr dans la tenue du favori. Ça pesait un petit peu sur les épaules. Le peuple attendait beaucoup de cette génération, surtout. Surtout que ça intervenait après la qualification à la Coupe du Monde. Bien sûr, on venait sur une très belle lancée, des résultats très positifs, un niveau de jeu quand même assez élevé, avec des joueurs qui, bien sûr, aussi évoluaient dans de grands clubs, qui étaient en forme pour le moment. Donc, ça a pesé un petit peu au début. Le premier match a été un petit peu laborieux face à la Zambie. On arrache un match nul grâce à un superbe but d'Ahmed Beja. On enchaîne après dans le groupe assez confortablement. Et malheureusement, vient cette élimination contre l'Afrique du Sud. Contre le court-jugeur, on maîtrisait un petit peu le sujet, mais ce but de Niaté, je me rappelle, dans les dernières minutes, a brisé un petit peu les chances de gagner une coupe. Je pense que tout le monde s'est rendu compte après la fin, après cette finale Égypte-Afrique du Sud, qu'on avait un petit peu l'opportunité. L'Égypte que vous avez battu 1-0 grâce à ce but magnifique de Mustafa Hadji. Bien sûr, mais... Sur un centre 2 Beja. Il faut laisser le répondre, lui, il fait le malin. Donc, Beja, le grand absent, mais c'est ça, le grand absent de la Coupe du Monde 97. Il est resté une petite amertume quand même. Ouais. Après le déroulement des demi-finales, finales, avec le niveau avec lequel s'est joué la demi-finale et la finale, on s'est rendu compte qu'on est passé à côté d'un titre qu'on méritait peut-être, à mon avis. 2 ans plus tard, pratiquement la même équipe, en tout cas le même encadrement, avec le regretté Henri Michel au Nigeria. Là aussi, les conditions, j'y étais avec vous. L'équipe du Maroc qui pouvait se qualifier, même en cas de défaite lors du 3e match face au Nigeria, mais par un but d'écart seulement, et ça a été la défaite 2-0 et le retour à la maison. Il faut reconnaître quand même qu'on est arrivé un peu moins bon, footballistiquement parlant.
avec peut-être la fin de cycle pour beaucoup de joueurs, dont je fais partie. On arrivait à la trentaine. Le groupe commençait aussi à changer. Il y avait l'arrivée de 8 à 9 joueurs dans le groupe de 21. Cette continuité qui consolidait un petit peu nos débuts de match, nos stratégies, commençait un petit peu à perdre. Donc ça s'est ressenti dans les matchs. On a peiné un petit peu dans le premier tour, même si on livre un assez bon match contre la Tunisie, un moins bon contre le Nigeria, il faut l'admettre. Donc je pense que c'est un constat et que les résultats n'étaient pas surprenants. Et d'ailleurs, ça a été le début, en tout cas, de la fin de cette génération et du règne qui a duré quand même 5 ans du regretté Henri Michel, dont on salue la mémoire. Et d'ailleurs, il y aura ce mois-ci en France un match en hommage à Henri Michel auquel vont participer plusieurs internationaux marocains et français, tous ceux qui ont travaillé ou ont été entraînés par le regretté Henri Michel. On va aller, les amis, du côté du Caire pour retrouver notre envoyé spécial, Fouad El-Hannaoui. Fouad, bonsoir. Tout d'abord, un retour sur les débuts justement de la sélection marocaine face à la Namibie dimanche. Fouad. Oui, bonsoir Jalal, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à tes invités dans un nouveau rendez-vous dans le club d'ici, de la capitale égyptienne, le Caire, qui vit au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations depuis vendredi dernier avec le match d'ouverture entre l'Égypte et le Zimbabwe, un match qui a vu la victoire des Pharaons. On a assisté à l'entrée en lice des Lions de l'Atlas, c'était dimanche dernier, c'était au stade Salam. Première rencontre pour les protégés d'Hervé Renard, c'était face à la Namibie. Et une victoire in extremis, une victoire au forceps face à cette courageuse équipe de la Namibie. Un but du défenseur de cette équipe namibienne à 3 minutes de la fin. Un but qui a fait le bonheur des Lions de l'Atlas. Tant l'équipe du Maroc a trouvé toutes les peines du monde pour trouver la faille dans une défense hermétique de la Namibie, une sélection namibienne qui restait en défense, qui a fermé tous les coins du terrain, et l'équipe du Maroc a trouvé donc toutes les peines du monde pour trouver la faille dans cette défense solide. Et malgré les actions de Ziyech, de Mrabat, de Hakimi, de Boussoufa, eh bien, cette équipe du Maroc a démontré qu'elle n'était pas encore au point pour prendre part à cette CAN égyptienne. C'est vrai qu'il y avait la chaleur, 34 degrés à l'ombre au stade Salam. C'est vrai qu'il y avait quelques absences, notamment au milieu de terrain, avec celle de Belhanda et de Al-Ahmadi pour blessure, surtout pour Belhanda, pour fatigue pour l'Ahmadi. Mais ce ne sont pas des excuses pour justifier le visage pâle des Lions de l'Atlas dans cette rencontre. Mais on dira que le plus important à l'entame d'une compétition comme la CAN, le plus important, c'était de glaner les 3 points de la victoire en attendant des adversaires d'un autre calibre, notamment l'Afrique du Sud et dès vendredi prochain, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on va y revenir, Fouad, justement avec toi dans quelques instants. Le temps déjà de faire un tour de table. Je donnerai la parole à Saïd. Question toute simple, comment tu as trouvé ce match Maroc-Namibie ? Je pense que assez correct quand même. Les conditions dont a parlé Fouad étaient là, mais je crois que l'équipe a persévéré, c'est ce qui est important. On a essayé bien sûr de maîtriser, de dominer cette équipe. Il n'est jamais facile, même contre une petite équipe, de mener un petit peu le jeu durant 90 minutes. Ce sont des équipes, certes, qui n'ont pas beaucoup d'individualité, mais sur le plan organisationnel, se sont rendus compte que c'était la seule manière de stopper les équipes dont le talent était supérieur. Je pense qu'on a essayé. C'est sûr que, vu la chaleur
c'est la capacité à répéter les efforts qui manque, mais ça fait partie des Coupes d'Afrique. On sait qu'avec la chaleur, on ne peut pas s'attendre à voir les latéraux à la tête de chaque 2 minutes dans une montée. Donc c'est un volume de jeu qui baisse considérablement. Je pense que pour les Coupes d'Afrique et pour ces conditions, il faudra être très efficace, essayer un petit peu de marquer tôt, ce qui permet en général de gérer les matchs et d'avoir peut-être plus d'espace. Quand le but tarde, comme c'était le cas avec la Namibie, ça a tendance à se compliquer avec les minutes. Heureusement qu'on fait l'essentiel. Je pense que c'est un bilan quand même positif parce qu'en général, pour les joueurs qui jouent leur première Coupe d'Afrique, comme peut-être Ziyech, ils auront tendance peut-être à monter en puissance pendant la compétition, s'attendra peut-être à une gestion meilleure des efforts, à un calcul ou une intelligence quant à se relayer pour faire les efforts. On a fait que Ziyech a été trop sollicité à mon goût pendant les actions. Il n'y avait pas de joueurs qui prenaient le relais pour un petit peu le récupérer pour des actions où il serait plus frais. Et lui permettre de garder plus de Mais fraîcheur. c'est un apprentissage qui se fait. Je pense que ce premier tour, j'espère que tout va bien se passer. Et à partir du deuxième tour, peut-être jouer un petit peu en nocturne avec peut-être 5-4 degrés en moins, se noterait, se ressentirait sur surtout le rendement physique des joueurs marocains. Alors, Amine, je me tourne vers toi. Essaie d'être pas tout aussi pertinent, mais en tout cas un peu pertinent comme l'a été. Aucune chance. Aucune chance. D'ailleurs, je pense qu'on gagne beaucoup en qualité quand on a Saïd Al-Pass de Reda ou de moi, ou que ce soit. Je pense qu'il faudrait le titulariser et vite fait. Non, je crois il a fait un digeste parfaitement analysé du match. Moi, là où je divergerai un petit peu avec Saïd, peut-être sur la qualité technique, parce que je trouve qu'on a été quand même dans la lignée de ce qu'on a vu sur les 2 matchs amicaux perdus, à savoir une équipe qui manque vraiment de talent. D'ailleurs, pour moi, le fait marquant, c'est quand Boufal rentre, dès qu'il y a un peu de maîtrise technique, tu le vois très vite. Ça explose beaucoup. Ziyech, effectivement, sachant qu'il est la seule caution technique de ce match-là, a toujours voulu en faire plus. On l'a quand même trouvé pas mal individualiste à vouloir chaque fois frapper au lieu de. Mais après, je pense aussi que la configuration tactique avec un milieu récupérateur à 3, qui a quand même pas mal divisé l'équipe en 2, on voyait très clairement un volet offensif des 3, donc, et derrière les trois milieux, il y a peu de raccordement. Et c'est là où Boufal fait beaucoup de bien. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. On voit bien qu'Amrabat, c'est très faible techniquement. Les contrôles sont très approximatifs. Mais il est généreux, franchement. Mais après, la générosité. C'est pas celui que je me montrerais. Moi, c'est plutôt. Aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est au niveau des latéraux. Mais latéraux, je pense que ce que dit, c'est très juste. Tu ne veux pas demander à un latéral à multiplier les efforts dans des conditions pareilles. Même d'autre côté, non plus, les latéraux n'ont pas été d'un grand secours. Mais devant, ça manque cruellement de talent. À un certain moment, on est un peu dans la configuration d'il y a 2 ans. Amrabat était peut-être très généreux, mais on voit bien que les actions, il les conclut rarement. Donnez-moi juste 1 ou 2 centres d'Amrabat pour annihiler. Il n'y en a pas eu. Mais même quand on était très bien et qu'on jouait dans des scénarios comme ça où les adversaires nous attendent assez bas, Amrabat a toujours trouvé des problèmes parce que lui, il a besoin d'espace. C'est moyen techniquement. C'est moyen techniquement. La seule caution, c'est Ziyech. Et d'ailleurs, je le répète, quand Boufal rentre, on voit très clairement la différence. Et c'est là aussi où j'étais étonné par un joueur qui fait une mi-temps superbe. On le voit à l'écran, c'est Bossofa. Parce que dès lors qu'effectivement, il y a peut-être un pivot moins qui sort au milieu, on laisse juste Aïs Ben Nasser et que Bourabéa sort pour Boufal, tu vois clairement quand Bossofa prend le compte à son jeu, tu vois déjà un léger mieux. Maintenant, voilà, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a une équipe aussi qui est encore peut-être plus faible que la nôtre. Bien sûr. Et qu'effectivement, il y a ce but qui vient en fin de match. Et surtout, moi, devant, je pense qu'on ne va pas aller très loin avec Nsairi dans cette configuration. Parce que le point fort de Nsairi, même avec son club en Espagne, c'est le jeu de tête. Et aujourd'hui, déjà, il n'y a pas de centre. Donc, il ne peut rien faire. Il ne sert pas à grand-chose. C'est un très bon attaquant de soutien, mais ce n'est pas l'avancement pur. Voilà, exactement. C'est compliqué. C'est aussi sur le plan technique, Nsairi, il a besoin d'espace, il a besoin de se dégager un petit peu pour recevoir. Il aura du mal à recevoir entre lignes. Là, il est placé dans l'axe
entre deux défenseurs centraux, deux milieux défensifs qui font écran. Et il arrivera très difficilement à trouver ses repères. C'est un joueur qui veut s'écarter, recevoir. Seulement par rapport à Bouffal, je pense que Renard il est conscient de la différence en termes de talent entre Bouffal et Mrabat, mais c'est des choix qui se font sur le plan collectif. Je ne sais pas pourquoi cette hésitation à commencer les matchs avec Bouffal. On sait son histoire avec l'équipe nationale, son manque de continuité, mais il est en train peut-être de gagner des points et peut-être que Renard va se décider finalement à commencer les matchs avec Bouffal. Comme je dis, contre des équipes, si tu arrives à marquer en premier, peut-être miser sur une bonne entame de match, quitte à ne pas commencer le match. S'il nous donne 70 minutes de très bonne qualité comme il est rentré, je pense que ça pourrait aider l'équipe, bien sûr. Après, moi j'étais aussi déçu par une chose, c'est qu'on demande beaucoup de changements. On en a eu sur ce match-là, notamment la titularisation d'Aïd Nasser et Borabea. Et effectivement, c'était moins bon qu'avec l'entrée d'Ahmadi. On voit clairement, ça peut peut-être légitimer un petit peu le choix de Renard, parce que c'est quand même très étonnant, même la qualité technique, encore une fois j'insiste, sur les contrôles en première intention de Borabea et de Nasser. C'est beaucoup de ballons perdus quand même. Hein. C'est énormément. Le seul en fait qui a surnagé, c'est Bossofa, parce que tu sentais quand même qu'il y avait un peu plus de bouteilles. L'expérience aussi a dû beaucoup jouer, mais tu as relevé une chose qui, à mon sens aussi, peut justifier le match qu'on fait contre un Arabi, c'est quand tu as des latéraux aussi faibles. Hakimi qui revient de blessure et Diarra qui est très très clairement en manque de compétition. C'est un monsieur aujourd'hui qui a perdu à la fois sa grinta, qui a perdu sa vitesse, qui a perdu sa justesse aussi. Je ne pense pas qu'on puisse aller loin quand on voit par la suite les concurrents du Maroc avec effectivement ces deux latéraux. Peut-être que faire revenir un Hakimi à sa place initiale à droite et un Beaddi à gauche, peut-être qu'on aura un peu plus de centre pour Nseri, avec un Beaddi qui centre véritablement de son pied gauche en première intention. Peut-être, hein, on est en train de réfléchir comme ça à voix haute, mais... Eh ben, on réfléchit, il ne nous écoute pas, en tout cas pas aujourd'hui, puisqu'il est déjà en Égypte. Hervé Renard, on va écouter sa réaction après le succès compliqué face aux Namibiens. Hervé Renard. Dans ce genre de match, il faut marquer plus rapidement. On n'a pas su le faire. C'est ça qui nous a pénalisés, mais au moins on a persévéré. Et puis Maroc-Côte d'Ivoire, on a l'habitude, hein, donc voilà. On va être attendu à nous préparer correctement. Voilà, donc ils ont eu chaud au sens propre comme au sens figuré, les hommes d'Hervé Renard. Aujourd'hui, ce match, c'est du passé, c'est 3 points importants. Comme je le disais dès l'entame de cette édition, ce n'est pas quelque chose à laquelle nous a habitués la sélection marocaine. Entamer la CAN par une victoire. Là, l'équipe du Maroc, elle est mise sur orbite. Maintenant, elle est favorite, en tout cas pour passer le deuxième tour, sachant que 3 sélections peuvent se qualifier d'un même groupe. Il faudra maintenant gérer ce prochain match face à la Côte d'Ivoire. Avant d'en parler, on va revenir du côté du Caire, retrouver Fouad El-Hannaoui pour parler justement de cette confrontation, ce choc à venir ce vendredi entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, déjà déterminant en vue d'une qualification. Pour le prochain tour, Fouad. Eh bien, ce seront les retrouvailles entre les lions de l'Atlas et les éléphants de la Côte d'Ivoire, vendredi prochain à 19h heure égyptienne, 18h heure marocaine. Retrouvailles entre les deux sélections qui se connaissent très bien. Il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi, le Maroc avait battu cette équipe ivoirienne chez elle à Abidjan, 2-0. Une victoire qui a permis aux Lions de l'Atlas de retrouver le mondial après une absence de 20 ans. Et puis il y a à peu près 2 ans, dans la dernière CAN au Gabon, le Maroc avait aussi battu cette équipe ivoirienne 1-0, un but inscrit par El-Lewi, un but qui avait ouvert les portes de la qualification au deuxième tour pour les Lions de l'Atlas. Beaucoup de choses ont changé dans les deux sélections. Et une rencontre qui va être très spéciale pour Hervé Renard, qui va retrouver donc cette équipe ivoirienne, une équipe qu'il a amenée au sacre continental en 2015. L'équipe ivoirienne qui a vécu un petit peu de renouveau, pas mal de nouveaux éléments, notamment Nicolas Pepe, un élément, le joueur de Lille, que tous les grands clubs d'Europe s'arrachent et qui sera vraisemblablement un véritable poison pour la défense marocaine. Une équipe marocaine qui va
retrouver la compétition, qui va retrouver quelques éléments qu'on n'a pas vus lors de la dernière rencontre, notamment Younes Belhenda et Karim El Ahmadi, qui vont être peut-être titulaires. Et puis on ne sait pas encore les choix tactiques d'Hervé Renard pour cette confrontation face aux éléphants ivoiriens. Fouad El-Hannaoui, notre envoyé spécial au Caire. Rapidement, ce match Côte d'Ivoire contre l'Afrique du Sud, comment vous avez trouvé la prestation des Ivoiriens, bien sûr dans la perspective, Saïd, du prochain match face au Maroc? Moi, j'ai trouvé peut-être la plus décevante, c'est l'équipe d'Afrique du Sud quand même, avec très peu de solutions vers l'avant. Certes, organisée peut-être ou impressionnée peut-être par les noms qui composaient cette équipe de la Côte d'Ivoire. Ils se sont plus passé leur temps à vouloir les freiner sans option d'attaque. Les Ivoiriens peut-être sont trop forcés avec des joueurs qui étaient décevants vu le calibre et l'aura qu'ils ont amené à cette Coupe d'Afrique. Mais ils ont fait le nécessaire sur une action qui a peut-être montré beaucoup de faiblesse sur le plan de l'alignement, cette défense d'Afrique du Sud, sur cette action sur le flanc gauche, et cette arrivée facile de l'attaquant devant le gardien. Donc ça nous donnera certes des idées, mais il ne faudra peut-être pas s'attendre à une Côte d'Ivoire aussi moyenne que celle qu'on a vue contre l'Afrique du Sud. Il faudra se préparer sur le plan psychologique à avoir une Côte d'Ivoire qui évolue avec 11 très grands joueurs. Et donc, pas la même Côte d'Ivoire qu'on a affrontée lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que c'est une nouvelle génération avec un nouveau sélectionneur. Restez les amis avec nous, on va se retrouver dans un très court instant pour la seconde partie de Club Spécial Cannes 2019 et où on va parler beaucoup de ce choc entre les Lions d'Atlas et les éléphants de Côte d'Ivoire. À tout de suite. Bienvenue les amis dans cette seconde partie de club, toujours bien sûr la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avec d'abord Amine, un retour à son match et sa victoire, le but de Kodja face au Bafana sud-africain. C'était 24 heures après la victoire du Maroc, dans les mêmes conditions, Amine. Oui, exactement les mêmes conditions, mais honnêtement, c'était relativement décevant. Et nouveauté, Amine, nouveauté, maintenant on a les buts en 3D. Ah oui, donc on va pouvoir regarder, si tu commentes le match, regarde la passe vers Gradel et le centre vers Kodja et le superbe but de Kodja pendant que la défense sud-africaine dormait. Je suis sans voix, véritablement dormait, et le gardien qui se prend entre les jambes, comme on apprend à le faire dans les écoles de foot. Mais non, mais très honnêtement, voilà, on attendait quand même cette équipe de la Côte d'Ivoire à un niveau un peu au-dessus de cette équipe sud-africaine, parce que les noms effectivement sont plus ronflants. Max Alain Gradel, bon, on le connaît, Kodja aussi, à gauche Pépé, les joueurs de Lille, et on en passe, Aurier est toujours derrière, Eric Bailly, enfin bref, on ne va pas les citer tous, mais on attendait cette équipe ivoirienne à meilleur niveau. Maintenant, je pense que ça va dans le sens de ce que disait mon alter ego Rajaoui absent, c'est qu'on aura rarement des cannes où tu auras les attaquants stars qui vont briller. Je pense qu'on aura des cannes où les assises défensives devront être super bien en place. Ouais. Et c'est ce que disait aussi Saïd tout à l'heure, c'est qu'on voit très clairement cette équipe ivoirienne costaude, bien en place, à défaut de développer un jeu flamboyant ou même efficace, parce qu'on va quand même rappeler qu'avant ce but de Kodja, la Côte d'Ivoire vendange 4 ou 5 occasions hyper nettes. Et derrière, elle n'arrive pas à planter non plus. Donc on voit clairement que c'est des équipes qui recherchent avant tout une belle assise défensive, beaucoup d'efficacité. Peut-être c'est ce qu'on va leur demander aussi pour aller plus loin dans la compétition. Maintenant, très honnêtement, je ne les ai pas trouvés bien supérieurs à nous. Très honnêtement. Et puis surtout, si on doit se référer à l'histoire récente de nos confrontations, on a toujours eu peur de cette équipe de la Côte d'Ivoire, mais on va juste rappeler qu'on fait 0-0 avec elle à Marrakech, qu'on la bat au retour chez eux, et quand on les retrouve par la suite... qu'on les sorte lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On les bat 1-0 sur un but stratosphérique de Rachid El-Lioui. Donc honnêtement, c'est un épouvantail qui, moi, ne fait pas plus peur que ça. Sauf pour peu qu'on soit un petit peu... Sauf que, Amine, c'est un épouvantail qui entame un nouveau cycle avec de nouveaux joueurs, et notamment la pépite
Moi, Nicolas Pepe. je l'ai trouvé exceptionnel. Nicolas Pepe, le nouveau Drogba. Parce qu'il a, comme Drogba, sa première CAN, c'était en Égypte. Il commence en Égypte. Un joueur ultra rapide et surtout un joueur dont la valeur marchande est en train d'exploser. On en a parlé juste avant d'entrer dans ce studio. 90 millions d'euros, quand même, c'est incroyable pour l'attaquant de Lille. Que beaucoup de grands ténors européens, et ce n'est pas par hasard, Amine, sont en train de. Oui, mais on sait bien que ce n'est pas les zéros qui courent sur un terrain, donc à un moment, il faut se dépouiller pour aller courir sous 400 degrés à l'ombre. Donc pour l'instant, honnêtement, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas été frappé par la flamboyance de Nicolas Pepe sur ces matchs. Une vingtaine de buts en Ligue 1, 11 passes décisives. On parle de la CAN. Et pour l'instant, la CAN, c'est autre chose. La CAN, on demande d'être solide. On ne peut pas juger sa prestation. J'ai vu 2 coups francs déjà, sublimes, une transversale et un arrêt extraordinaire du gardien sud-africain. Je peux t'assurer aussi que ce que moi, sur les comptes, ça se voit, Amine. Mais il nous paraît, mon tonton. Passe-moi l'expression, mais Pépé, il pue le football, quoi. Ça se voit. Si il est question d'odeur, je peux t'assurer que celle dégagée par Ziyech sur les matchs récents, pour moi, le mettre peut-être à niveau de Pépé. Donc, honnêtement, en une phrase, je trouve que ce qu'on a vu sur ces matchs-là, les premiers en tout cas, on n'a rien à envier à cette équipe ivoirienne, à part peut-être une solidité défensive qu'on a retrouvée chez nous aussi. Donc, très honnêtement, on a un super gardien. On l'a retrouvé, Amine, va pas trop vite en besogne. On avait la Namibie en face avec 72 joueurs derrière, 0 devant. Ils avaient l'Afrique du Sud qui ne sont pas non plus des foot de guerre. C'est pas le même calibre. C'est pas le même calibre. J'allais, il faut arrêter. Mais écoute, tu vas avoir raison à tout prix. Je veux bien, mais cette équipe sud-africaine, on les connaît la plupart. Mais ne compare pas, ne me dis pas que la Namibie, c'est l'Afrique du Sud. C'est des pays voisins. Je te l'accorde. C'est la même région. Est essentiellement considérée des joueurs du Mamelodi Sundowns. C'est au sud du continent, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau. J'ai pas dit que c'était le même niveau. Je dis juste que cette équipe sud-africaine aussi, on les connaît la plupart. C'est des joueurs des Sundowns que le Wydad a battu très souvent. C'est pas non plus des foot de guerre. Je dis juste qu'aujourd'hui, on peut tirer aucun enseignement tranché sur la Côte d'Ivoire ou le Maroc. Et pour moi, honnêtement, il n'y a pas de quoi non plus s'en faire tout un plat. On va demander à Saïd de nous départager. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'ils n'ont pas livré peut-être le match qui correspondait au nom qui composait cette équipe. Mais on sentait qu'il y avait de la maîtrise quand même. Ils ont senti dès le début de match peut-être qu'ils étaient un petit peu au-dessus de cette équipe d'Afrique du Sud et qui pensait qu'il allait résoudre le match sur une occasion. Ça s'est présenté pas assez tôt dans le match, mais à partir de là, on sentait une équipe quand même qui maîtrisait son match, qui ne s'emballait pas non plus, qui gardait un petit peu les équilibres. C'est une équipe très costaud défensivement. Par rapport à Pepe, je pense qu'il a le luxe aussi de se retrouver avec beaucoup de joueurs qui peuvent prendre les responsabilités durant un match. Il peut se permettre ou avoir ce luxe de s'endormir un petit peu, de se faire oublier, chose qui ne peut pas faire Ziyech, bien sûr. Si en l'absence de Bouffal, par exemple, qui peut le laisser respirer un petit peu, il se sent à chaque action obligé un petit peu d'être disponible et d'être retrouvé entre lignes et après d'enchaîner. Et après, on peut aussi mettre en exergue les plans de jeu et les schémas de jeu de chaque équipe. On a dit tout à l'heure par rapport à l'équipe marocaine, donc on démarre avec quand même une assise défensive, tant au niveau de l'arrière que des milieux, très prégnante, avec seulement 3 joueurs à véritable vocation offensive, alors que la Côte d'Ivoire, non. La Côte d'Ivoire a joué avec un bloc beaucoup plus haut, avec beaucoup plus d'atouts offensifs. Donc, effectivement, Pepe peut se reposer parce que peut-être qu'il y a 3-4 joueurs après qui, offensivement, peuvent prendre de la relève. Chez nous, le match quand on fait contre la Namibie, Bossofa joue tellement bas avec Borabea qu'à part Ziyech, effectivement, qui pouvait créer du danger. Il n'y avait que lui. Donc même les schémas aussi mettent en avant peut-être le potentiel de Pepe et cette possibilité de se reposer, chose que Ziyech n'avait pas. Et ça va être intéressant aussi de voir le Maroc contre la Côte d'Ivoire, dans la mesure où le Maroc a été toujours très confortable quand il attendait. Donc, devant des équipes qui prenaient un petit peu l'initiative depuis l'arrivée de Renard, vu la qualité des joueurs peu techniques comme Rabat, mais très bons quand il s'agit des espaces, d'appeler un petit peu. Donc il serait intéressant de voir un petit peu comment l'équipe du Maroc pourrait volontairement laisser un petit peu le ballon à cette équipe, Est-ce que cette équipe du Maroc n'était pas efficace comme dans ta configuration quand elle avait 2 latéraux qui défendaient très bien? Bien sûr, mais même... Sauf que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Même sur le plan offensif, je pense que Derrar
et Hakimi n'auront tendance qu'à progresser après ce premier match. Effectivement, tu Après parles plus avoir récupéré, je pense qu'ils auront un petit peu plus de jus, un petit peu plus de présence un petit peu sur le plan offensif. Celui qui pourrait un peu changer un tout petit peu la donne, en tout cas, c'est Nosser Mzraoui, parce que là, c'est un joueur sur lequel vraiment on peut construire aujourd'hui. Malheureusement, il est blessé, mais il pourrait être, en tout cas... Parce qu'il revient de blessure. Parce que Non, il revient de blessure voilà. Et on a essayé de le ménager un petit peu. Mais je pense que là, il a repris un entraînement normal avec l'équipe et il peut donner plein de solutions parce que Mzraoui peut jouer à droite, peut jouer à gauche, peut jouer au milieu et il sort d'une saison exceptionnelle. Je pense, même Hakimi, il va s'améliorer peut-être. Peut-être on aura des changements aussi avec le retour peut-être de Belhanda, peut-être une titularisation dès le départ d'Ahmadi et se retrouver un petit peu à 99% de l'équipe préférée, si je me permets de dire, d'Hervé Renard. Ça veut dire commencer avec ces 4 défenseurs, ce milieu à 3 avec Ahmadi, Bossofa et Belhanda et ce trio devant, en l'absence bien sûr d'un attaquant de pointe, vu la blessure de beaucoup de joueurs, peut-être avoir un Boufal en pointe ou un Mrabat en pointe avec Ziyech un petit peu excentré à droite. Moi, je préférais peut-être voir Ziyech un petit peu à droite, Boufal à gauche et peut-être lancer un petit peu Mrabat dans l'axe ici et adopter peut-être une position un petit peu assez basse, défendre bien et essayer d'avoir de rentabiliser cette technique de relancer Bossofa, Ziyech et cette vitesse chez Amrabat, peut-être que ça serait un plan. Oui, mais après, c'est Renard relativement frileux, on le voit rarement prendre de gros risques. Il connaît bien l'adversaire. Oui, les Ivoiriens, mais bon, c'est pas assez. Il ne nous a pas habitués à des prises de risques inconsidérées ou incroyables. Quoi. Tu l'as bien dit, il a une équipe en tête à 97 ou 98%. On le voit mal changer ses schémas. Mais parce que voilà, on a aussi l'historique. Amrabat devant en tant qu'avançante, ça n'a jamais été flamboyant. Bouffel n'a jamais réussi des matchs complets. C'est compliqué. La blessure de Boutaïeb qui est blessé, Nseri qui n'est pas dans les meilleures conditions avec son genou qui est un peu récalcitrant. On n'a pas remplacé Hamdallah. Bouffel, il a déjà joué en pointe en club, avec une pointe bien sûr fluctuante qui ne reste jamais, avec des joueurs qui se relaient sur cette position de l'axe. Donc s'ils arrivent à maîtriser la configuration d'une attaque sans pointe fixe, mais toujours avec une présence dans la finition, ça peut... Mais quand c'est pour ça que des fois, Amine, on ne va pas revenir à l'avant-Cannes, parce que là on est dedans et c'est un peu trop tard. La décision de remplacer Hamdallah par Badi, aujourd'hui, on se rend compte que c'est une erreur, puisqu'on aurait pu prendre par exemple un Yajor, un Zaro, un spécialiste du poste pour aider le club. Comment il s'appelle, l'attaquant de Nantes qui est actuellement en vacances au Maroc aussi. Son nom me reviendra. Mais du coup, Bamou, voilà, merci. Partir comme ça avec un attaquant et demi, c'est... Oui, largement. À part maintenant, comme tu as dit si bien tout à l'heure, peut-être miser davantage sur les extensions de Nseri, avec 2 véritables latéraux qui centrent. Peut-être un Badi à gauche qui centre véritablement en première intention, et un Mzraoui à droite, même si on pense pas que ce sera le cas, ou un Hakimi qui reviendra à droite. Peut-être si on revient à ce milieu à 3, avec Ahmadi, Bossofa et Belhanda, on se permet d'avoir une sortie de ballon avec des latéraux assez hauts. Et quand tu joues avec 2 milieux récupérateurs, la sortie de ballon, c'est avec des latéraux un petit peu au niveau des défenseurs centraux. Et avec cette chaleur et tout ça, la projection vers l'avant est assez laborieuse avec le métrage. Quand on jouait avec 3, avec Ahmadi et tout ça, les 2 centraux se permettaient d'ouvrir assez large. Et Ahmadi prenait une position axiale et on met dès le départ de l'action les latéraux dans une situation assez haute. Oui, mais est-ce qu'ils ont aujourd'hui le coffre pour ça? Est-ce qu'aujourd'hui un Dirar peut se permettre d'aligner les allers-retours quand on voit la saison qu'il fait, quand on voit le poids des âges, un Hakimi qui revient de blessure, qui n'arrive pas à centrer en première intention. D'ailleurs, même quand il revient sur son pied droit, ses centres sont très fuyants. On voit clairement que ce n'est pas très ciblé. Aujourd'hui, est-ce que même le choix des latéraux n'est
peut-être pas défaillant de la part d'Hervé Renard. Moi, je pense qu'il faudrait se poser la question. Aujourd'hui, si un Mzraoui, est-ce qu'on préférait pas un Mzraoui qui revient en forme avec un Be'di qui est véritablement aujourd'hui disponible, qu'un Hakimi qui revient de blessure et un Diarra extrêmement vieillissant? Ça aussi, ces choix-là, il faudra les poser à un certain moment. Je pense que Hervé Renard n'est pas du style à faire énormément de changements sur son 11 de départ, encore moins en cours d'une compétition Même comme par la rapport CAN. au remplacement de Hamdallah, ça rentre dans la même logique. Lui, quand Hamdallah a laissé l'équipe, pour une raison ou pour une autre, pour lui, le joueur qui va le remplacer ne jouera pas. Donc pour lui, il avait pris le joueur qui était en stage avec lui, même donc comme ça. Donc Maroc-Côte d'Ivoire, c'est ce vendredi à 18h. Heure marocaine, 19h, heure égyptienne. Bien sûr, à l'issue de cette première journée, 12 matchs, on compte 4 résultats qu'on peut qualifier un petit peu d'inattendus par rapport à ce qui était prévu sur le papier. On pense en premier lieu à la défaite de la République démocratique du Congo contre l'Ouganda 2-0, mais aussi au match nul concédé par la Tunisie un partout contre l'Angola, la Guinée qui fait de partout contre le néophyte Madagascar ou encore le Ghana contre le Bénin. Et bien pour le reste, les favoris ont souffert, mais la plupart se sont imposés dans la douleur par un but d'écart. On revient au Caire pour un premier bilan avec celui qui est sur place, Fouad Hannaoui. Fouad. Disons, Jalal, qu'on a vu pour le moment les 24 sélections qui prennent part à cette compétition continentale. Une compétition qui, pour la première fois, a vu la participation de 24 sélections. Il y a eu les nouveaux qui ont participé pour la première fois. Le Madagascar qui a réalisé un bon résultat, 2 buts partout devant la Guinée, et pourtant il menait au score. Et puis une défaite de la Mauritanie face au Mali, 4-1, la Mauritanie qui a inscrit son premier but dans une phase finale de la compétition, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis le Burundi, ça a été défait difficilement par le Nigeria, 1-0. Des matchs qui pour le moment n'ont pas été d'un niveau technique très haut. On a vu quelques sélections qui ont tiré leur épingle du jeu, notamment l'Algérie et le Sénégal, qui se profilent comme des prétendants sérieux pour le sacre final. Par contre, d'autres sélections qu'on a mis dans la catégorie et qu'on a cataloguées comme favoris, eh bien pour le moment, ils n'ont pas encore démontré tout le bien qu'on pense d'elles, notamment l'Égypte, le Maroc, le Nigeria et le Cameroun. Et disons, Jalal, qu'on va attendre les deuxièmes rencontres pour voir un petit peu le vrai niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations sur les terres égyptiennes, ici au Nil. Voilà, au bord du Nil, Fouad. On le voit et on l'entend même. Il est au Caire, Fouad, parce que ça klaxonne beaucoup. Ça a beaucoup de sirènes. Et surtout, il le dit, Fouad, bien entendu, une circulation mais infernale. Les déplacements entre l'hôtel, le centre de presse, le terrain d'entraînement, hein, ça prend des heures. Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première journée? Tiens, je vais poser la question d'abord à Amine. Beaucoup de choses. D'abord, le niveau global, effectivement, qui n'est pas flamboyant. Bon, après, on peut penser que c'est un premier match. Même l'Égypte, pour son match inaugural, c'était pas génial avec un Salah en Dancy. Ouais, après, mais l'Égypte, la pression, elle est terrible. Oui, non, bien sûr, mais après, on parle de foot. Le contexte. Le foot, voilà, en termes de foot, on ne s'est pas véritablement régalé. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que pour moi, le favori de ce que j'ai pu voir pour l'instant, c'est clairement le Sénégal, qui est une équipe hyper compacte et très équilibrée, qui a joué quand même sans Mané et qui, malgré ça, a complètement dominé son adversaire. Les entrées en liste de Madagascar, effectivement, qui étaient. Voilà, c'était pittoresque. C'est bien, Amine. Qui mène c'est parfait. Moi, je trouve ça très, très bien. Donner la chance à des équipes qui n'ont jamais été en CAN. C'est pour développer aussi. Après, t'as quand même. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Moi, si tu me dis ce qu'on retient, moi, ce que j'ai retenu, c'est ça. Après, ce que je retiens aussi, c'est les victoires dans la douleur et pas de victoire aussi d'équipes qu'on pensait beaucoup mieux préparées, à savoir la Tunisie,
que je trouvais très très moyenne. L'Algérie non plus, c'était pas flamboyant. Tout ça pour dire que. Ah, si, quand même. L'Algérie. Ouais, Bon, devant. honnêtement, pas. Devant, parce qu'il y a des grands noms quand tu as du Mahrez. Après, voilà, quand Ouais, ça joue, hein. Ça joue, mais c'est pas encore. On n'a pas l'impression voilà, que c'est des équipes qui vont dominer la tête et les épaules. Honnêtement, pour moi, ceux qui ont la confirmation, c'est le Sénégal. C'est qu'ils viennent avec un statut établi et tu vois clairement que c'est costaud. Le reste, ça peut passer comme flancher. La Tunisie, honnêtement, on la voyait bien meilleure que ça. Après le match amical qu'elle a fait contre la Croatie. Elle a gagné 3 matchs amicaux. Et notamment la Croatie, où c'est du Modric et tout. Et pourtant, quand on voit ce match, bon voilà, se rejoindre au score. La version en B deuxième de la Croatie. Effectivement. Mais bon, c'est la Croatie quand même. Alors, on finalise la Coupe du Monde. Oui. Après, Modric qui rentre en cours de match. On a vu le match. Enfin, c'était de la Croatie, quoi. C'est pas. Mais voilà, donc c'est encore en rodage. Donc je pense que c'est trop tôt pour avoir un premier bilan. Mais honnêtement, je trouve que globalement. Je n'ai pas parlé de bilan, j'ai dit juste que vous avez retenu. Partie, voilà. Mais globalement, j'ai quand même l'impression, parce qu'on regarde aussi à côté la Copa América, on a quand même l'impression qu'au niveau européen, ils sont allés très très loin par rapport au reste du monde. On regarde la Copa América, on regarde aussi la Coupe du Monde féminine en France, ça joue, hein. avec un niveau magnifique et des stades pleins. Qu'est-ce que tu retiens de cette première semaine? Ouais, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Amine. C'est assez laborieux pour un premier match, mais ce n'est pas surprenant. On sait, pour les CAN, c'est toujours un petit peu, il y a toujours des équipes. Est-ce que ça change quelque chose, désolé de t'avoir interrompu, Saïd, le fait que la CAN, maintenant, se déroule en fin de saison, par rapport à ce que vous êtes en train de dire? Oui. Est-ce que le fait qu'elle arrive en fin de saison Bien sûr, explique un peu ce niveau juste moyen, on va dire? Bien sûr, surtout en termes de mobilisation. Surtout les joueurs qui évoluent en Europe, qui ont des saisons lourdes, lentes, sans beaucoup d'interruptions, beaucoup de matchs dans les jambes, se mobiliser pendant une période où ils étaient habitués à organiser leurs vacances avec leur famille et leurs enfants. Ça, c'est un petit peu difficile pour les staffs techniques surtout. De gérer un petit peu ces stages, d'être innovant et de ne pas faire des stages classiques ou tout ça. Donc pour avoir les joueurs mobilisés pour ces matchs pendant cette période en juin, quand ils doivent normalement se reposer, ça c'est difficile. C'est un point important ce que tu dis. Mais même en janvier, on voyait que les premiers matchs de premier tour étaient un petit peu laborieux, surtout pour les grandes nations. Il y a beaucoup de grandes équipes qui ont des débuts difficiles. Je pense que pour les pays arabes et les favoris, le Sénégal, le Nigeria et le Ghana, il n'y a rien d'alarmant. Je pense que c'est surtout la Tunisie que c'est alarmant. C'est assez pauvre quand même ce qu'ils ont. Surtout, ils ont le Sénégal. Pourquoi est-ce qu'on a rarement ce débat, vraiment, véritablement rarement, sur les championnats d'Europe des nations? Tu vois, les championnats d'Europe, c'est rare où tu as tout un premier tour, un premier match de premier tour, où c'est moyen. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas juste une fois tous les 4 ans. C'est un débat. On s'en fout. Une fois tous les 4 ans, c'est juste les mêmes joueurs qui, à la fin de chaque saison, après entament une compétition. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se poser la question de savoir si l'Europe a clairement. Il ne joue pas à 40 degrés. Oui, non, c'est clair, mais bon, il n'y a pas que ça non plus. Ils jouent à 40 degrés, oui, mais après, on va quand même rappeler c'est des Africains qui jouent en Afrique aussi. Donc, 40 degrés, les organismes sont relativement habitués. C'est le fruit de la formation aussi. C'est vrai qu'ils sont déçus de jouer à des périodes bien définies, comme c'est le cas de la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde. C'était la demande des grands clubs européens. Une fois en stage, ces joueurs qui évoluent dans de grandes équipes européennes arrivent à switcher, à se mettre dans le bain. C'est pour ça qu'on voit des débuts de match. Parce que la Copa América aussi, c'était laborieux. Honnêtement, c'est pas. Tu vois clairement qu'il y a l'Europe, la Ligue des Champions, l'argent, l'intérêt, la motivation et l'engagement et le reste du monde. On ne suit pas la Coupe d'Asie malheureusement, mais aujourd'hui je pense que ça va être du niveau de l'Afrique qui est un peu moins bien que la Copa América, la Copa América sans plus. Parce qu'honnêtement, même sur la Copa América, un Chili-Uruguay qui aurait dû être une grosse affiche, bon voilà, c'est un match moyen, mais ils étaient aussi un peu qualifiés, tous les deux. En tout cas, la CAN d'été... Le niveau est moyen, voilà. Globalement, le niveau est moyen par rapport à ce qu'on peut voir en Europe. La CAN d'été, donc, c'était une demande, une exigence de la part des clubs
européens, c'est eux qui payent l'argent, c'est à eux qu'appartiennent les joueurs. Paradoxalement, avec la décision de jouer en juin, on joue dans un pays de l'hémisphère nord. Ouais. Alors c'est l'été. Exact. Donc si ça aurait été dans l'hémisphère sud, peut-être on est L'Afrique du Sud, effectivement. peut-être plus vieux dans les pays. Bah oui, en Afrique de l'Ouest, il y a la pluie, c'est la saison des pluies, juin. Donc là, Mais bon, ça a coïncidé avec un C'est exceptionnel, c'est Et exceptionnel. surtout, 2019, en 2021. et surtout, c'est ce qu'on disait tout de suite après, ça fait plaisir aux clubs, aux grands clubs européens, mais celui qui va payer après la facture, c'est les joueurs, parce qu'ils vont être, et il le disait si bien Saïd, en fin de saison, et surtout les joueurs africains. Le risque, c'est qu'ils soient déjà, c'est pour ça que le niveau ne va pas être terrible, qu'ils soient déjà dans leur tête un peu en colonie de vacances. Les copains des quatre coins du monde qui se retrouvent. Mais il y a aussi un truc qu'il faut relever, c'est je trouve quand même que l'affluence, à part le match d'Égypte, Oui. l'affluence de cette CAN n'est pas extraordinaire. Hein, je pense Pas que de ça, cette canne, Amine. de toutes les CAN. De toutes les CAN. Voilà, mais ça, je voulais la mettre en perspective par rapport à autre chose. Tous ceux qui appellent de leur vœu une finale de Ligue des champions africaine établie à l'avance. Pour moi, c'est. Aujourd'hui, on a la preuve que, par exemple, tu as un Ahly Wydad qui se joue en Afrique du Sud, tu auras 4 personnes. Hein. Tu auras 300. Voilà. 300 supporters tunisiens la preuve avec la CAN. Et marocains. En tout cas, la CAN, ça marche très bien au niveau médiatique. La CAN l'été, c'est un rendez-vous qui commence à intéresser de plus en plus de médias internationaux. Il y a eu quand même, Amine, 3000 demandes d'accréditation. Et pas nous. Pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu 1700 journalistes. Moi, je voulais t'inviter, mais tu es arrivé 1701e. C'est ça le problème, c'est que tu veux toujours nous 1701e. Ça n'a pas marché. On va écouter Eddie Hamel. Il est porte-parole de la CAF et il répond aux questions de Fouad El-Hanaoui. Écoutez, il faut être honnête. Nous ne nous attendions pas à un flux aussi important. Près de 3000 demandes, c'est quelque chose que nous n'avons jamais espéré, attendu en tout cas, de cette manière-là, et si tôt, parce que le président Hamad est élu depuis 2 ans seulement, il est à mi-mandat, beaucoup de choses ont changé. Dans le domaine de la presse, c'est vrai que c'est assez étonnant, mais en même temps, on le reçoit bien, Je pense que les conditions ont été retenues par la Confédération africaine de football. On n'a pas la capacité de gérer 3000 journalistes. Néanmoins, ceux que nous avons accrédités, 1700, nous avons la possibilité et la valeur pour les conditions que nous avons réunies. Nous pouvons accompagner, soutenir, comprendre les missions de la presse, qu'elle soit de l'audiovisuel, de la radio, de la télévision, des grands journaux, des agences, des freelances, les indépendants, ou bien les photographes, les reporters photographes. Toutes les catégories des représentations des médias sont attendues. Nous avons une équipe pluridisciplinaire pour ceux qui vont encadrer, soutenir et accompagner la presse audiovisuelle, de la radio, de la télé, des web également, et puis des journalistes qui sont à même de régler n'importe quel problème de la presse écrite pour les photographes et toutes les autres catégories de médias. Voilà, donc presque 1700 journalistes pour couvrir cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, on va jouer, hein, c'est la fin de l'émission, il reste une petite minute. Jouer au jeu des pronostics. Alors, d'abord Amine, Maroc-Côte d'Ivoire. 0-0. Un bon vieux 0-0 des familles qui va nous assurer une qualification au second tour. Pour les deux. C'est un partout. Moi, je nous vois marquer, mais on prendra un. Concéder un point. Alors, un partout aussi, un match nul qui arrangerait les deux sélections, les Lions de l'Atlas, mais aussi les éléphants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Amine. Merci beaucoup à toi, Jalel. J'espère que tu vas pouvoir garder ton régime pour un jour arriver au niveau physique de Saïd Chiba qui m'impressionne par... On n'a pas le même âge, hein, je t'explique. C'est lui qui doit avoir en tout cas ma forme actuelle quand il aura mon âge. Et ça va être compliqué. Beaucoup plus vieux que Saïd Chiba, non ? Aussi. Un tout petit peu plus. Un tout petit peu. Ce qui n'explique pas. C'est ce qui n'explique pas. Le gros écart. Le grand écart. Merci beaucoup, Saïd. C'était vraiment, à chaque fois, un plaisir, mais aussi très, très intéressant. Une belle leçon, surtout. De t'avoir. Ça change d'avoir du GLL en face. Voilà, exactement. De t'avoir parmi nous. C'est la fin de cette édition de Le Club. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique, à Bouteina à la production et
à notre réalisateur Abdelrazak Boras. On se retrouve, Inch'Allah, mercredi prochain. Ciao, ciao les amis.